Mémoire absente par Véronique Aliari. Prologue. Nous sommes 3. Personne ne parle. Les garçons ont 18 ans, moi 17. Mais à cet instant, nous ne sommes que des mômes saisis par l'énormité de ce que nous allons faire. Je respire profondément avant d'enlever mon casque de moto. Je ne veux pas que les garçons voient que j'ai peur. Ça va aller la puce ? Oui, je t'assure. Mais souvenez-vous bien que cela peut être très long. Alors, filez au lieu convenu et soyez patients. De toute façon, si cela tournait mal, il serait inutile qu'il nous coince tous les 3. Mes derniers mots semblent ranimer la grande inquiétude qu'il ressent pour moi. On peut encore tout arrêter et rentrer. C'était une idée débile. On laisse tomber. Jamais de la vie. On ne peut pas renoncer maintenant. Tu verras, tout se passera bien. Fais-moi confiance et arrête de réfléchir. Ils avaient, son ami Paul et lui, mis au point un projet qui devait leur permettre de réaliser leurs rêves. Ils s'étaient résolus à se procurer malhonnêtement, et là où ils se trouvaient, l'argent nécessaire pour aller au bout de leurs ambitions. Pour cela, ils avaient décidé de déposséder un gagnant de casino. Toutefois, ils ne voulaient pas s'en prendre à un chanceux occasionnel, devenu par miracle riche en quelques instants. Non, ils souhaitaient trouver un joueur heureux, mais déjà riche, car ils n'étaient ni l'un ni l'autre foncièrement malhonnêtes ou méchants, loin de là. Cela faisait donc plusieurs semaines maintenant qu'ils suivaient les faits et gestes du célèbre acteur Tony Gorba. C'est ce dernier qu'ils avaient placé au centre de leur machination, car il représentait la cible idéale. Il était en effet un joueur invétéré et passait une partie de ses nuits au casino de Monte-Carlo, étroitement surveillé par les 2 amis qui se relayaient. Il avait finalement gagné la coquette somme de 400 000 francs ce jour-là. Ce gain n'était qu'une broutille pour lui, mais paraissait colossal aux yeux des 2 jeunes gens. C'était le scénario idéal. L'occasion qu'ils guettaient depuis si longtemps s'offrait enfin à eux, et cela ne se reproduirait pas 2 fois. Mais le plus dur restait à faire, et la pression était grande. Tout d'abord, ils eurent beaucoup de mal à me contacter pour me prévenir que l'instant I était arrivé, car mon portable était éteint. J'étais en cours et je dus en attendre la fin pour les rejoindre. Je fis aussi vite que possible pour regagner la villa, mais Gorba aurait pu repartir à tout moment, et cela aurait fait échouer toute leur opération. Je trouvais donc mes complices très fébriles et agités. Leur plan minutieux atteignait son étape finale. Le moment crucial était arrivé. Je devais, pour dérober l'argent, pénétrer dans la demeure de l'acteur. Les garçons avaient effectué tous les repérages depuis leur mur d'enceinte. En effet, ils n'étaient pas allés jusqu'à trouver l'audace de pénétrer dans la propriété. Cette dernière était située dans les collines escarpées de l'arrière-pays niçois. Son isolement et l'état d'ébriété de Gorba allaient nous servir. A priori, je ne devais rencontrer aucune résistance. De plus, après avoir opéré quelques tests, ils avaient constaté qu'il ne faisait pas usage, lorsqu'il était présent, du système d'alarme qui équipait sa splendide villa. Les garçons s'étaient résignés à me mettre dans la confidence et à me dévoiler leur combine, car ils ne pouvaient la mettre à exécution sans mon aide. En effet, l'unique moyen de pénétrer dans la maison, et qu'ils avaient retenu durant leur phase d'observation, était une fenêtre percée dans le mur au niveau de l'escalier intérieur. Elle était si étroite qu'il n'avait pas été jugé utile de l'équiper d'une grille. Très souple et menu, moi seul pouvais emprunter ce passage. Ne perdons plus de temps, souffle Paul, tout en adossant une échelle mécanique contre le mur. Je leur confie mon casque, mais garde ma cagoule et ma combinaison pour faciliter l'exécution de l'opération. Dès que je suis parvenu sur le mur, les garçons m'aident à hisser l'échelle pour l'installer de l'autre côté afin de préparer ma fuite une fois mon forfait accompli. Quelques secondes plus tard, les motos des 2 garçons s'éloignent, me laissant seul avec mon trac. Je gravis les barreaux puis me contorsionne pour me glisser dans l'espace étroit de la lucarne avant de me laisser doucement tomber sur la moquette. Tout est silencieux. Un regard circulaire m'apprend que je me trouve sur un petit palier situé dans la courbe d'un escalier que j'emprunte pour atteindre le premier. Je me penche par-dessus la rambarde qui surplombe le séjour pour m'assurer que rien ne bouge. Tout paraît tranquille, mais la télé semble allumée. J'entreprends malgré tout de trouver la chambre de l'acteur.
Ceci s'avère très facile car ces ronflements sourds me guident jusqu'à une immense suite dont la porte est restée ouverte. J'entre à pas de loup, le cœur battant. Gorba s'est couché tout habillé et il gît en travers du lit gigantesque qui trône au centre de la pièce. Je repère immédiatement la sacoche posée près de lui. Je m'en empare, le souffle suspendu, et ressors sur la pointe des pieds, les jambes en coton. Cela a été si facile. Je me dis alors que les gens fortunés n'attachent décidément aucune importance à l'argent, ce qui m'enlève une part de l'énorme culpabilité que je ressentais à agir malhonnêtement. Nous n'étions pas de véritables malfaiteurs, mais ce que nous étions en train de commettre était bel et bien un vol. Quel bonheur! J'ai réussi sans le moindre problème. Je suis si heureuse pour les garçons. Hélas, il est trop tôt pour me réjouir. Je m'arrête de marcher pour tendre l'oreille. Un bruit de pas provient du rez-de-chaussée. Je risque un œil dans les escaliers et mon cœur cesse de battre lorsque j'aperçois la silhouette d'un homme qui monte à l'étage. Une idée, vite! J'attends qu'il ait atteint le premier palier pour sauter de la mezzanine sur le vaste divan de cuir qui se trouve juste en dessous. Je comptais sur l'effet de surprise, mais je réalise mon erreur en le voyant utiliser le même chemin que moi. Il me rattrape avant que je n'atteigne la porte. Une lutte brève mais énergique s'engage entre nous. Je me débat de toutes mes forces, mais le combat est inégal et l'homme me maîtrise sans mal. Je crie de douleur car il me tord le bras dans le dos. Maintenant, mon jeune ami, je vais regarder le visage de ce visiteur nocturne, dit-il tout en arrachant ma cagoule. Il marque un temps d'arrêt, surpris par la cascade de cheveux blonds qui tombe sur mes épaules. Il lâche alors mon bras et j'en profite pour masser mon épaule endolorie. La peur ayant cédé la place à la colère, je réfléchis à la manière dont je pourrais me sortir de ce guêpier. Il semble tellement saisi d'étonnement qu'une idée audacieuse me vient à l'esprit alors qu'il retrouve sa voix. Pour une surprise, c'est une surprise. Je m'attends à trouver un gamin de 12 ans et je me trouve confronté à une jeune beauté. Il me détaille de la tête aux pieds d'un air franchement admiratif et je poursuis mon idée en me jetant contre sa poitrine, simulant des sanglots. Je me colle à lui et le supplie. « Je vous en prie, n'appelez pas la police, s'il vous plaît !» Nos regards se croisent et je recommence à m'inquiéter face à son air sévère. Comment va-t-il réagir? Je n'ai aucun talent de comédienne et, réalisant dans quel guêpier je me trouve, je me laisse de nouveau submerger par une véritable terreur et me mets à trembler comme une feuille. Je ne simule plus, mes sanglots sont réels à présent et je suis la proie d'une vraie crise d'angoisse. L'homme a certainement saisi la profondeur de ma détresse car il change de ton soudain. Tout doux, bel enfant, pas de panique. Je n'ai pas l'intention d'appeler la police avant que vous ne m'ayez donné quelques explications. Ses gestes ont perdu toute leur rudesse, devenant caressants et doux. Sa voix est un murmure, et il passe une main apaisante sur mes cheveux. Nous restons ainsi un long moment, et, petit à petit, il parvient à calmer mes larmes. Nous sommes juste en dessous de la coupole de verre qui domine le salon, et les rayons de lune nous éclairent suffisamment pour que je constate qu'il est très beau. Soulevant doucement mon menton, il plonge son regard bleu dans le mien où la peur et l'angoisse font place à la confiance. Étrangement, je ne suis plus du tout inquiète. L'atmosphère a changé et une tension s'installe. Je vis cet instant comme dans un rêve. Il semble, tout autant que moi, saisi par l'étrangeté de la scène et l'intensité du regard que nous échangeons. Il me prend au dépourvu en m'enlaçant avant de m'embrasser. Je ne connais que le contact avec les garçons de mon âge et je perds pied, noyé par les sensations délicieuses et inconnues qu'il éveille en moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je sais simplement que c'est inévitable et cela m'apparaît comme une évidence. J'oublie tout le reste et je me surprends à répondre instinctivement à ses caresses avec une passion dont je ne soupçonnais même pas l'existence.